C'est un jeune orphelin des bidonvilles qui aide les autres. Un jour, un monstre tue tous ses proches. Guy libère alors le pouvoir secret en lui et devient un justicier. L'histoire débute avec des monstres. Les milliards, vous savez, si je veux être joueur comme moi, qui s'affrontent comme dans un combat de zoos clandestins. Chaque nuit, l'élite de la ville se glisse dans des chambres secrètes sous terre pour assouvir leurs désirs tordus et parier sur le survivant. Ces joueurs agissent montés par pur instinct, créés pour massacrer tout sur leur passage, sans la moindre trace de libre arbitre. Mais tout bascule quand, une nuit, un scientifique crée accidentellement un joueur doté de conscience. Cette créature sème le chaos, les monstres attaquent leurs spectateurs humains et 13 d'entre eux s'échappent à la surface. Au milieu de ce désordre, un scientifique nommé Kanzaki enlève un enfant suspect et s'enfuit. Le temps passe et le monde n'est plus le même. Un couple discute d'un étrange tueur en série. Le gars rit, se demandant comment on peut être coupé en deux dans un train, et dit que ce serait cool de voir ça de près. Alors, un homme étrange à la langue de grenouille passe, le coupe en deux et disparaît sans laisser de traces, tandis que la femme hurle. L'équipe d'enquête arrive et comprend que c'est l'œuvre de l'infâme démon Tourbillon. Le chef ne conçoit pas qu'une telle chose arrive en plein jour. Pendant ce temps, Mistugai, président d'Imagi Corporation, apprend l'incident et cherche à retrouver l'enfant que Kanzaki a emmené. Cet enfant n'est pas ordinaire, et Mistugai veut le récupérer avant que le monde ne découvre ce qui se passe sous leurs pieds. Des années plus tard, Jin parle à Kanzaki, devenu un vieil homme. Kanzaki l'arrête, lui dit qu'il a oublié son portable et lui demande s'il va jouer les super-héros avec son ami. Jin répond que Kuga, son ami, le suit tout seul. Mais avant son service de super-héros, Papy lui fait l'une de ses leçons habituelles sur la justice et la violence, et la différence entre protéger et frapper. Jin rétorque que les blessures guérissent avec un peu de salive, comme Papy lui a appris. Le vieil homme lui dit qu'il parlait des blessures du cœur. Jin dit ne pas comprendre, mais le retiendra si c'est important, puis s'enfuit. En sautant dans le quartier, il voit une femme harcelée par des voyous. Il lui demande si elle a des ennuis, elle répond l'évidence, puis demande de l'aide. Le garçon réclame sans vergogne 10 000 yens, elle accepte. Jin saute et assomme un des hommes d'un coup de pied volant en pleine figure. Ensuite, il esquive l'attaque d'un voyou, le faisant frapper son complice. Jin en profite pour frapper le dernier au visage, l'envoyant voler. L'action à peine finie, le riche Kuga arrive avec sa sœur, Kanoha, et crie à Jin de ne pas l'avoir prévenu d'un crime. Il dit qu'ils sont une équipe et l'entraîne, tandis que Jin crie à la femme de le payer. Kuga essaie d'expliquer que la justice ne se monnaie pas, mais les vêtements de Jin ne sont pas d'accord. Jin remarque une ecchymose sur la main de Kanoha et lui dit qu'ils sont assortis. Il enlève son bandage et montre l'étrange cercle au dos de sa main, l'anneau de l'ange. Sa grand-mère lui a dit de le cacher, c'est leur secret. Pendant ce temps, l'homme à la langue de grenouille rôde, quand un homme intervient et lui demande s'il en a assez du massacre. Au lieu de se battre, le nouvel homme offre quelque chose de plus extravagant et suggère avoir besoin d'aide. De retour avec Jin, Akimi, la femme de tout à l'heure, le retrouve et lui donne les 10 000 yens réclamés, plus une carte l'invitant à dîner avant la nuit. Jin sourit, la remercie et court retrouver Papy, mais découvre les bidonvilles couverts de sang et son grand-père presque mort. Papy ne lui a jamais parlé de la mort, lui apprenant que cracher sur les blessures les guérirait. Jina essaye, appliquant de la salive comme du beurre, demandant à Papy de tenir bon. Il soutient que dehors, tout le monde a l'air de dormir. Papy lui dit qu'il ne dorme pas et que c'est l'heure de sa dernière leçon après que Jin lui ait fièrement montré l'argent gagné. Le vieil homme le serre fort, explique que c'est à ça que mène la violence et lui montre le résultat final en s'effondrant et en mourant. Jin emmène vite le vieil homme chez un médecin, le suppliant d'aider, mais l'homme le repousse froidement. Pas d'argent, pas de traitement. Sans option, Jin appelle son ami Kuga, espérant son aide, mais rien ne se passe comme prévu. Kuga, lui, se fait réprimander par son père pour fréquenter un enfant des rues. Avant qu'il ne puisse répondre, son père brise son téléphone. Toutes les options s'épuisant, Jin emmène le corps à Okimi. Il se précipite à l'hôpital général central où le détective Sayama prend le relais, ordonnant une autopsie et confirmant que Kanzaki a été assassiné par le même démon Tourbillon. Le détective prend Jin à part pour un entretien privé. Réalisant que l'enfant vient de perdre sa seule vraie famille, Akimi lui propose discrètement de passer la nuit chez elle. Elle le ramène, jette ses vêtements à la machine et l'emmène directement à la salle de bain pour lui enlever toute la saleté des bidonvilles qui lui collaient à la peau.
Elle l'aide même à se calmer, le laissant exprimer toutes ses émotions négatives. Pendant ce temps, la nouvelle que Kanzaki Goro a enfin été repérée parvient à Monsieur Guy, qu'on voit devant une horrible créature en cours d'assemblage. Les officiers lui rapportent que la police a récupéré le corps et que Kanzaki vivait sous la fausse identité d'un vieil homme sans abri nommé John Doe. Monsieur Guy interroge ensuite sur le garçon qu'il appelle Z, et les officiers lui exposent la situation en détail. Le lendemain matin, Akimi habille Jin et l'emmène faire du shopping. Mais sur le chemin du retour, les choses tournent mal quand le monstre à la longue langue les prend en embuscade et poignarde Akimi directement à l'estomac. Elle saigne abondamment mais tente d'atteindre son téléphone que le monstre détruit devant elle, voulant clairement jouer avec lui. Akimi dit à Jin de courir et de la laisser faire diversion, mais il refuse catégoriquement, disant qu'il ne peut pas rester là à la regarder mourir. Ils se mettent entre elle et le monstre et finit par être poignardé par la langue. Le monstre le soulève comme un poids mort et le projette, et c'est là que Jin réalise que c'est la même créature qui lui a enlevé Papy. Au moment où le monstre s'apprête à l'achever, Akimi intervient et le plaque, sauvant Jin pour l'instant. Elle le vérifie, mais le monstre lui lacère brutalement le visage, la laissant couverte de sang. Les éclaboussures frappent Jan de plein fouet et le réveillent, juste au moment où la créature commence à se transformer en un monstre ressemblant à un lézard. Il charge Jin à nouveau, mais cette fois, le garçon attrape sa langue à main nue et l'arrête en plein vol avant de lancer une contre-attaque sauvage. Soudain, Jin commence à rayonner une aura comme s'il sortait d'un épisode de Dragon Ball et se jette sur la créature, se transformant en Z-Man. Après un affrontement brutal, Jin s'effondre et perd connaissance, épuisé. C'est alors que l'homme de tout à l'heure, Aitani, réapparaît. Cette fois, il est rejoint par une seconde silhouette vêtue de cape qui lui demande ce qu'il fait là. Aitani s'éloigne nonchalamment, laissant le nettoyage aux nouveaux venus. Apparemment, ils sont tous deux des joueurs et suivent une règle qui interdit d'interférer avec les humains. Mais il semble que le lézard ait enfreint cette règle et maintenant quelqu'un doit gérer le désordre. Jin se retrouve finalement à l'hôpital avec le détective Sayama qui lui remet un petit souvenir de son papy, lui rappelant de garder la tête haute quoi qu'il arrive. Le détective commence alors à parler d'une chose appelée l'espoir et quand Jin demande brutalement ce que cela signifie, Sayama ouvre simplement une porte pour révéler Akimi enveloppé de bandages mais parvenant toujours à lui faire un faux sourire. L'histoire passe ensuite à un autre joueur qui déchaîne le chaos et incendie des bâtiments. C'est alors qu'Aitani apparaît, demandant si le type ne pouvait vraiment pas se retenir pour une fois. Le pyromane se contente de sourire et dit qu'il ne supporte pas les règles ridicules du mal. Tout comme avec le monstre lézard plus tôt, Aitani lui fait une offre pour faire quelque chose d'utile avec tout ce pouvoir destructeur. Alors que les incendies font la une des journaux, Kuga observe tout et s'enflamme à l'idée de devenir la justice lui-même. Pendant ce temps, son père est coincé dans une salle de conférence, parlant de plans pour reconstruire le quartier souterrain et insistant sur le fait que Tokyo ne serait pas complète sans lui. Avant de sortir, Kabe lui rappelle de ne pas oublier l'événement de ce soir à l'Amage Grand Hôtel. De retour dans les bidonvilles, Kanoha distribue des repas gratuits aux sans-abri quand un homme nommé Duke bouscule Toku et renverse sa nourriture, ce qui déclenche instantanément une bagarre entre les deux. Alors que Kanoha essaye de les arrêter, elle tombe et juste au moment où un habitant des bidonvilles est sur le point de la frapper, Jin intervient, avertissant le type de reculer. Il essaye ensuite de raisonner le groupe, leur disant de ne pas gaspiller la gentillesse qu'on leur montre. Alors qu'il se tourne pour partir, Kanoha aperçoit l'anneau d'ange à sa main et réalise immédiatement que c'est Jin. Avant de s'éloigner, Jin lui fait un rapide compliment pour son travail désintéressé. La mère de Kanoha demande discrètement si c'est le même garçon qu'à l'époque. Une fois la distribution de nourriture terminée, un employé d'Amanji se présente et leur demande à tous deux d'assister à l'événement à venir. Pendant ce temps, Jin arrive à l'étal de sa tante, qui ressemble honnêtement plus à un échec qu'à une entreprise. Jin suggère de prendre un travail à temps partiel pour aider, mais Akemi le réprimande rapidement et lui rappelle qu'il est censé se concentrer sur ses études. De retour à son labo, le directeur Monsieur Guy reste obsédé par la création d'un nouveau Z, mais l'expérience échoue encore. Malgré leurs efforts, ils n'obtiennent que des joueurs incomplets, loin d'égaler Z. Le directeur exprime sa frustration à un employé, se demandant pourquoi ils échouent toujours malgré toutes les données de Kanzaki. L'employé répond calmement qu'il est peut-être temps d'arrêter de chercher des imitations et de trouver l'original, expliquant que les données de Kanzaki ne suffisent pas à reproduire quelqu'un comme Jin. Le lendemain, au championnat de la Ligue junior de football, Kubo est la star du match, acclamé comme le héros. Un journaliste vient l'interviewer.
Mais à ce moment, le directeur Monsieur Guy arrive, et bien qu'il soit le grand-père de Konoha, sa présence lui glace le sang. Après ces retrouvailles gênantes, le vieil homme se dirige vers Kuga. Pendant l'interview, au lieu de célébrer sa victoire, Kubo parle des récents incendies criminels, exhortant le public à donner toute information et jurant d'attraper les coupables. Quand le journaliste lui demande ce qu'il veut faire plus tard, Kubo répond avec assurance qu'il veut être un allié de la justice, ce qui provoque un rire général, comme s'il avait dit vouloir être le roi sorcier de Black Clover. Plus tard, Konoha dit à son frère qu'elle a croisé Jin, et ce détail donne un grand élan de confiance à Kubo avant qu'il ne parte avec son équipe patrouiller et chasser le monstre. Pendant ce temps, Jin a déjà quitté la maison de sa tante et est parti seul affronter le pyromane. Dans son véhicule de patrouille, Kubo s'applique du gel ignifuge, insistant sur le fait qu'il devra entrer directement dans les flammes. Pendant ce temps, Jin perçoit une odeur nauséabonde et la suit jusqu'au méchant pyromane avant de se lancer dans le combat. Le monstre se transforme vite en sa forme de joueur et charge Jin. Quand Jin lui demande si l'odeur vient de lui, le type répond avec arrogance qu'ils puent tous les deux pareil et continue ses attaques. Kuga arrive sur les lieux et utilise un outil qui dissipe toute la fumée. Il rencontre Jin qui le salue et ensemble ils trouvent des enfants et leur mère piégés par le feu. Kuga suggère de laisser une mère et de ne sauver que les enfants, mais Jin refuse et utilise un futon pour créer une sortie pour tous, rappelant la dureté de la vie pour les orphelins. Kuga hésite, pensant que ça ne marchera pas, mais ils parviennent à faire sortir tout le groupe sain et sauf. Pendant ce temps, le monstre de lave accule Jin alors que le combat continue. Il lui transperce la poitrine et juste quand il pense avoir gagné, l'anneau de Jin s'active, déclenchant sa transformation en Z. Le monstre de feu se fige un instant et le qualifie de charismatique, mais Z ne lui laisse pas le temps de réagir et lui assène de lourds coups. Le joueur tente de se régénérer en aspirant les flammes et lance une explosion de feu désespérée, mais Z l'abat avec un simple extincteur, réalisant l'utilité des gadgets de Kubo. Jin termine le combat en transperçant le cœur du monstre, le tuant net avant de reprendre sa forme humaine. Konoha le voit s'effondrer au milieu du champ de bataille calciné et se précipite, mais les pompiers arrivent et l'emmènent à l'hôpital. À l'hôpital, une conférence de presse bat son plein tandis que Kubo se dispute avec son père, Sisu. Le président intervient calmement et dit à Kubo de rester à l'écart de ces situations. Quand Kubo insiste pour se battre pour la justice, le vieil homme répond que la justice n'est pas si simple et lui conseille d'abord d'acquérir une vraie autorité. Pendant ce temps, Konoha fond en larmes en serrant sa mère et lui dit que Jin a l'anneau de l'ange. Son grand-père l'entend et réalise aussitôt que Jin est celui qu'il cherchait. Sans perdre de temps, le vieil homme rend visite au garçon inconscient et le piège dans un cauchemar. Soudain, les pensées de Jin reviennent à des flashbacks où Akimi est rejetée d'un autre entretien d'embauche et dit qu'elle ne trouvera plus rien car elle est vieille et laide. Mais Jin avoue qu'il aime vivre avec elle, même fauché. Pendant ce temps, Kubo s'entraîne dans son manoir, se plaignant que son père exploite sa célébrité pour vendre du matériel au lieu de lui donner le crédit qu'il mérite pour avoir sauvé la famille comme un vrai héros. Kubo repense aussi à une de leurs meilleures victoires en équipe quand ils arrêtent un sale voleur de sac avec l'aide de Jin. Mais Jin demande ensuite sans vergogne une récompense à la victime choquée, prouvant qu'ils ont des mentalités différentes. Au labo, de vieux scientifiques observent Z s'éveiller en Jin et rapportent la situation à Kanzaki qui regarde un homme suspect s'en prendre à sa femme devant lui. Cela le met tellement en colère que ses instincts de Z-Man s'éveillent et Jin libère une puissante décharge qui envoie le sale type voler. Voyant sa peau bicolore, les scientifiques racistes sont scandalisés qu'il ait encore du noir et ils savent que son énergie est au maximum même si le joueur le fracasse au sol sans arrêt, le moquant d'être pathétique. Jin finit par se lever, agacé, et lui dit de se taire avant de lui asséner un coup de poing net au ventre qui l'assomme. Alors qu'il se retourne et voit son horrible apparence, les scientifiques notent que son pouvoir de Z diminue après avoir battu le joueur. Se voyant devenir un monstre, Jin bout de rage, brise la vitre et demande aux vieux pourquoi ils ont tué sa chère Akimi. Juste à ce moment, il entend sa voix et la voix rend sa forme de Z-Man instable, alors Kanzaki ordonne à l'équipe de le ramener vite à sa forme humaine avant qu'il ne soit trop tard. Le vieil homme réalise que ses cellules Z ne se transforment pas tant qu'il reste des players et son corps réagit à Akimi, comme les players. Voyant Jin pleurer et s'apitoyer sur elle, le président pense qu'il ne tirera pas, alors quelqu'un d'autre tire. Jin se retourne pour riposter, mais Kanzaki rit, sachant que son plan fonctionne parfaitement et rapproche Jin de son humanité. Chez lui,
Kubo regarde un animé quand Kanoha arrive, cherchant Jin pour lui rendre son collier. Kubo ne sait pas, mais il se plaint que leur père exploite sa gloire pour le profit alors qu'il veut être comme Alpha. Ses bavardages sur le super-héros parfait l'agacent. Alors qu'elle part, il la serre dans ses bras, disant qu'elle est la seule à le comprendre. Kanoha brise son ego, disant qu'il peut parler de justice, mais elle ne voit qu'un homme en quête d'attention. Au laboratoire Imagi, les vieillards arrivent à la cellule de Jin, le sédatent et l'entraînent sous terre, dans une ancienne installation Imagi scellée où erraient des monstres. Ils s'arrêtent devant une porte étrange, marquée du même anneau que sa main. Le président l'appelle l'anneau d'exposition, censé forcer les monstres à reprendre leur vraie forme. Mitsugai avoue que sa compagnie les a créés. Jin est furieux, car cela signifie qu'il a causé la mort d'Akemi et de son père. Jin se mord pour se suicider, mais son corps s'effondre sous l'effet de l'anneau alors que la porte se déverrouille. À l'intérieur, le président admet avoir permis la création de monstres pour l'élite et le profit. Mais après l'évasion des players, Kanzaki a conçu Jin comme le chasseur ultime pour nettoyer leur désordre. Jin apprend que son père a regretté le plan et voulait l'élever normalement, ce qui le pousse à rejeter leur offre, mais le vieil homme le prévient qu'un player pourrait s'en prendre à Akemi. Il révèle qu'elle est vivante à sa boutique et que ceux qu'il a vu mourir n'étaient que des clones. Avant que Jin ne sorte de la voiture, le président l'arrête et lui dit qu'il ne pourra plus jamais rencontrer ceux qu'il aime car les players les traqueront, ce qui laisse Jin les larmes aux yeux. Akemi sent qu'il est proche mais rate la voiture, apercevant Kanoha. Pendant qu'elle parle, Akemi lui remet son collier, pensant que Kanoha le trouvera en premier. Pendant ce temps, le président demande à Jin s'il est prêt à laisser son humanité et à embrasser le mode Zeppelin complet dans sa forme rouge finale. Jin accepte s'ils rendent Akemi séduisante et la réunissent avec son fils. 2 ans passent, le détective Sayama découvre une main coupée sur une scène de crime, d'où s'échappent des bulles, se demandant si l'affaire prendra la poussière. Plus tard, il fait sortir Jin de prison et lui dit d'arrêter d'envoyer les gens à l'hôpital. Dehors, Jin aperçoit le gars qui l'a sauvé et lui réclame aussitôt 10 $, comme d'habitude. Sayama le prend à part et lui dit d'arrêter de frapper les voyous car il est fatigué de nettoyer le désordre. Les deux partagent une étrange ambiance père-fils. Pendant ce temps, dans une ruelle, un player transforme un gars en bulle avec ses pouvoirs. Hanako passe, voit la scène et se fiche d'horreur. Un des gars la poursuit, mais elle parvient à le déjouer. Le jeune homme qui regarde dit aux gardes de ne pas intervenir et de laisser la situation se dérouler, ce qui fait se demander aux gardes quand Jin atteindra la forme finale promise. À l'époque, ils lui ont donné un costume et du chewing-gum pour activer ses cellules Z, mais tout a échoué. Le jeune homme lui dit de continuer à regarder. C'est alors qu'ils aperçoivent la femme du président et Kanoha faire du bénévolat. D'autre part, Kubo se retrouve entouré de nerds en sueur qui exhibent fièrement la technologie et les gadgets qu'ils ont construits pour leur allié de la justice. Une fois qu'il échappe à leur lèche-botte, il aperçoit Hayami qui l'attend dehors. Sur le toit, Hayami lui dit que les incidents ont diminué depuis son grand sauvetage lors de l'incendie, mais Kubo se sent mal en se souvenant des mots durs de sa sœur, disant qu'il ne cherche que l'attention. Hayami lui dit d'arrêter de trop réfléchir, car il utilise déjà la technologie militaire de la famille pour lui fabriquer un costume de super-héros. Dans le quartier, Jin passe devant Kanoha. Les gens le louent, disant qu'aucun méchant n'est apparu depuis son arrivée. Elle se dit que c'est bien le Jin qu'elle connaît. Voyant son amour, la mère de Kanoha lui dit d'agir pendant qu'elle s'occupe de la charité. Quand elle le rencontre après 2 ans, Jin lui dit de continuer à aider les gens et s'en va. Mais quand elle évoque Akemi et ses parents, il lui dit froidement d'arrêter d'être une nuisance, se souvenant du conseil du président d'éviter ses proches, et s'en va comme un Tchad. De retour à son appartement, Jin entre et trouve des Jigglypuffs qu'il écrase poliment. Il dit à Hanako de partir, mais se rétracte quand elle lui parle de l'homme bulle. Au même moment, Kanoha dit à Kubo qu'elle a retrouvé Jin, mais il n'est pas intéressé et lui dit qu'il ne veut pas le voir tant qu'il n'est pas plus fort. Pendant ce temps, Hanako harcèle Jin de questions, mais le Tchad l'ignore et lui dit de partir après avoir mangé. Soudain, il sent un player et s'enfuit. Les gardes braquent leur caméra sur lui jusqu'à ce qu'il voit la fille sortir de son appartement et se diriger vers son sac. Au moment où elle se penche, le sbire de l'homme bulle apparaît et elle tombe après une triste tentative de riposte. Le gang l'entoure et le gars pense aux choses qu'ils feront pendant que les gardes comprennent enfin que Jin est parti à leur poursuite. Il surveille en son compteur ZEP alors qu'il les approche menaçant, style Jotaro, et propose de sauver Hanako pour 10 $. Le sbire de l'homme bulle le traite d'avare. Jin répond poliment avec son poing avant de se diriger vers l'homme bulle dont l'écume fait fondre ses vêtements. Pendant que le deuxième homme prend Hanako en otage, Jin abat le clown d'un coup et demande au deuxième homme s'ils sont tous des players.
Alors que Jin entre pour réclamer ses 10 $, l'homme bulle apparaît soudainement et le met hors d'état de nuire d'un coup de pied circulaire. Voyant Jin canaliser son Z, un sniper assomme Hanako avec sa fléchette. Et même si le gars avertit l'homme bulle de ne pas se transformer, car le nettoyeur viendra l'exécuter, l'homme bulle prend quand même sa vraie forme. Jin sort son chewing-gum Z en réponse. Pendant que sa bande tente de fuir avant l'arrivée des sweepers, Bubbleman fonce, pensant achever Jin facilement, et le frappe assez fort pour accélérer ses cellules Z. Il lui plante ses pics dans la poitrine pour le faire fondre, mais Jin, malgré la douleur, parvient à lui faire exploser la tête. De la mousse continue de s'échapper du corps de Bubbleman, causant de sérieux dégâts, ce qui remplit instantanément son Z-meter. Le président rejoint les gardes alors que la situation devient intéressante, et il regarde Jin tabasser le géant qui passe en mode albinos, mais le compteur dépasse encore plus alors qu'il continue de le frapper. Quand le compteur dépasse les 100%, le président écume de rage, pensant enfin voir la forme finale de Z-Man. Après que Jin ait anéanti son ennemi, le président est confus, voyant que Jin est trop blanc et que les chiffres ne deviennent pas rouges, et il n'est toujours pas redevenu humain, ce qui signifie qu'il y a encore des players. Soudain, l'alarme retentit, le corps de Jin se dégrade. Le président envoie ses hommes les traquer, mais l'étrange monstre araignée rit, pensant qu'ils ne le trouveront jamais, jusqu'à ce qu'un sweeper le poignarde pour avoir enfreint les règles. Après ça, le Z-meter redescend et Jin redevient humain, mais avant qu'il ne puisse ramener Hanako, un sweeper lui plante légèrement son épée dans le dos. La réaction de Jin après avoir été poignardé est si étrange qu'elle déconcerte complètement le sweeper. Au même moment, le flux vidéo en direct que Monsieur Guy utilisait pour tout surveiller est soudainement coupé par Aitani. Le sweeper se demande qui est ce Jin, car il ne ressemble ni à un humain normal, ni même à un vrai player. Aekeni intervient et lui dit que le gamin s'appelle Z, et prévient que s'il le tue accidentellement, leur patron ne le prendra pas à la légère. Cela ne fait qu'ajouter à la confusion de Jin, le poussant à demander qui est ce type et de quel patron il parle. Aitini répond qu'il attendait que Jin grandisse et lui dit d'arrêter le mot player, préférant le terme maléfique. Jin s'en fiche, l'appelle toujours un player et exige de savoir ce qu'il sait de lui. Les hommes du directeur arrivent alors et le type maléfique disparaît sans laisser de traces. Inquiet de l'état de Jin, le directeur décide de passer plus tôt que prévu pour le voir. Il dit à Jin que la lumière du sweeper a suffi à paniquer tout le monde. Quand Jin demande qui était ce type, le directeur explique que le travail principal du sweeper est d'éliminer tout player qui régresse. Il y a une règle stricte, perdre leur humanité et se fondre discrètement dans la société. Quiconque la brise est éliminé. Jin mentionne une autre personne avec le sweeper, ce qui rend le directeur et Ayami visiblement mal à l'aise. Pendant ce temps, à l'école de Konoha, la fille semble nerveuse, son ami lui demande si elle est amoureuse. Kananol s'excuse et part nager. Chez Jin, Hanako se réveille de sa sieste avec une migraine atroce. Elle va vers Jin, qui cuisine, et lui demande un verre d'eau pour ses médicaments. Après le repas, elle va discrètement à la douche. Juste à temps, Jin retire la caméra cachée dans la salle de bain pour le surveiller. Hanako méprend la situation, pensant qu'il l'épiait. Pendant ce temps, Kubo visite un lieu suspect où Hayami lui révèle un projet ultra confidentiel dont même Sisu ignore tout. Hayami lui rappelle de garder le secret et de ne rien dire à son père. Puis, il révèle fièrement une combinaison de combats, les alphas, inspirés de la série. Au début, la pièce est pleine d'excitation, Kuga inclus, mais ça ne dure pas. Dès qu'il voit que la combinaison ne ressemble pas à l'original, il pète un câble et exige une refonte. Il insiste. Si on l'appelle Alpha, elle doit ressembler à la vraie. Changer les couleurs, ajouter une cape, rendez-la fidèle, car son fan intérieur ne supporte pas une version si différente. Pendant que Kuga rentre, le mystérieux player apparaît et lui demande s'il est un Amaji. Il se dit fan mais refuse de révéler son identité. L'homme étrange propose d'aider Kuga à devenir un vrai héros et lui donne un test. Sauver sa sœur, qui serait sur le point de se noyer, ou l'accompagner pour sauver 3 filles qui mourront s'il choisit l'autre option. L'idée d'abandonner sa sœur paralyse Kuga de peur et sans un mot, il fonce à la piscine. Quand il arrive, il ne trouve que Kanoha nageant tranquillement. Ce même jour, les 3 filles mentionnées sont déclarées mortes. Plus tard, dans un bar de Maléfique, l'homme Sanshi remet de l'argent à la professeure de Kanoha qui insiste vouloir une vie normale d'enseignante. Un des players au bar évoque comment les échecs qui régressent et tuent des gens les mettent tous en danger, ce qui déclenche une bagarre. Un autre player intervient et calme le jeu, rappelant qu'ils veulent tous vivre tranquillement et éviter les humains, ce que leur patron attend d'eux. Le lendemain, Kuga regarde les infos sur le meurtre de 3 filles quand il reçoit soudain un appel du même vieil homme étrange.
L'homme lui dit froidement qu'il a échoué au test et qu'ils se reverront pour le prochain. Kuba se précipite vers Hayami, espérant agir, mais Hayami lui dit que pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire est d'observer l'homme, car il n'y a rien d'autre à faire. Plus tard, des joueurs errent, désireux de tuer des humains, quand Aitania apparaît et les arrête net. Il leur dit que le mal doit trouver un moyen de prendre le contrôle du monde et commence à leur monter la tête avec des promesses. Il les encourage à tout donner pour éliminer Jin, assurant que le nettoyeur ne les gênera pas cette fois. Une fois parti, le même vieil homme étrange, qui a tout entendu, sort et confronte Aitania. Il questionne ses intentions, lui demandant pourquoi il pousse les joueurs à tuer et à ne pas tuer, comme s'il jouait sur les deux tableaux pour son propre plaisir. Au même moment, Jin sort chercher de la nourriture car le nouveau parasite chez lui a vidé tout le frigo. Le parasite le suit tandis que Jin réalise qu'il a oublié son chewing-gum d'activation chez lui. Alors qu'il passe devant une ruelle, Kunamal aperçoit une fille s'accrochant à son coup de cœur et la vue lui brise le cœur. Quand Jin la remarque et lui demande si elle le cherchait, il la gronde et lui dit de ne plus jamais l'approcher. Mais en s'éloignant, il sent que quelque chose ne va pas et il se précipite pour la vérifier, seulement pour se retrouver face à un joueur qui lui demande s'il les aide. Le joueur menace de tuer les deux lycéens si Jin ne choisit pas de mourir en premier, le laissant paralysé de peur. En quelques secondes, le joueur commence à régresser vers sa forme monstrueuse, tandis que Jin se souvient désespérément qu'il a oublié son chewing-gum d'activation. De retour à l'installation, Koopa voit enfin que sa combinaison est terminée, et juste au moment où il s'apprête à célébrer, il reçoit un appel de sa sœur. La peur dans sa voix déclenche instantanément des alarmes dans sa tête et sans perdre une seconde, il saute dans la combinaison du prototype alpha et part la secourir. Au même moment, Jin essaie de gagner du temps pour que sa transformation se déclenche et exige que le joueur lui dise où sont ses frères. Le type se contente de rire, disant que le sale pervers est probablement en train de faire hurler des lycéennes. En entendant cela, Jin craque et se lance dans la bataille, mais le contre-coup le projette et il réalise vite à quel point il se sent encore impuissant. Tout son corps crie et son esprit brûle, mais l'envie de protéger l'empêche de reculer. Les scientifiques d'Amaji observent la scène et remarquent que son compteur ZEP monte. Mais quand un garde essaie de lui apporter le chewing-gum, le président les arrête car il veut voir jusqu'où Jin peut aller seul. Pendant ce temps, le monstre homard nargue Jin, l'avertissant que s'il ne se transforme pas vite, une des filles pourrait y passer. Et au moment où il essaye de donner le signal, l'attaquant mystérieux s'écrase sur la scène d'en haut comme une bombe. Ailleurs, le sale frère du homard joue avec le corps de Kunova avant de révéler son visage créé par sa famille, ce qui la terrifie, puis il lui tranche le cou juste pour voir le sang couler. Près de Jin, le homard rouge s'approche et dit qu'il est encore temps de sauver les filles. Et juste au moment où Jin sent son cœur battre avec détermination, il attrape une barre au sol et l'enfonce dans la poitrine du crustacé, puis recule en utilisant sa puissance Z minimale. Alors que le homard commence à récupérer, Aitania apparaît et l'avertit de ne pas sous-estimer ce dont Jin est capable, mais le monstre refuse de reculer. Pendant que Jin avance, le sale pervers continue de harceler Kanoha comme un prédateur. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jin, Hanako pense à quel point sa vie était misérable, comment son père paresseux et sa mère agaçante rendaient la maison invivable. Mais en vivant avec Jin maintenant, elle réalise qu'elle pourrait avoir de vrais sentiments. Elle entre sous la douche, espérant se débarrasser de ses pensées coquines, et se souvient qu'elle a oublié ses médicaments. Et là, les rampants frappent à la porte. Ailleurs, Jin atteint le bâtiment où il sent le monstre et entre prudemment. Tout est trop calme, mais quand il voit Konoha ligoter, il la libère rapidement. Elle s'illumine en le voyant, mais alors qu'il la prend dans ses bras pour partir, un tentacule jaillit des ombres du dégénéré qui l'attendait. Jin essaie de riposter, mais le monstre le jette comme un ballon. Et juste au moment où il s'approche pour finir le travail, la vile créature et ses bébés sont réduits en miettes par des lasers, et Justice Man atterrit héroïquement en prononçant son discours iconique. Quand il entend la voix de Jin, Kubo n'en croit pas ses oreilles. Jin lui dit vite qu'il n'y a pas de temps et que Kanoha a besoin d'aide urgente. Kubo appelle son équipe pour une ambulance et demande s'il peut envoyer 3 passagers à son hangar, mais ils disent qu'il peut à peine transporter 2 filles car il n'a été construit que pour les alphas. Kubo refuse d'abandonner Jin, mais Hayami lui dit qu'il doit le faire et lui pose un dilemme éthique froid qui ressemble à celui que le vieil homme du mal avait posé. Alors qu'il est paralysé par le choix, Kubo entend Jin lui dire de l'oublier. Après avoir lutté avec son sens de la justice, Kuba renvoie les filles et dit à Jin qu'il n'a pas changé. Jin répond qu'au lieu de jacasser, il devrait aller combattre le reste des monstres.
Sur ce, Cuba sort et Jin descend péniblement les escaliers vers l'abri, où les sans-abri révèlent qu'ils savent à quel point il s'est battu pour eux et que c'est maintenant leur tour de le protéger. Ils leur disent de s'asseoir et de se détendre tandis que les bébés homards du joueur les encerclent. Les hommes de Mitsugai lui demandent d'intervenir, mais il dit que Jin doit s'éveiller. Et juste avant que les homards ne coupent les sans-abri en deux, Alphas arrive et sauve la situation. Alors que Jin maudit son moi pathétique, Aitania lui rend une visite impromptue et dit qu'il sait que Jin est devenu Zep la dernière fois qu'il était au bord de la mort, mais à son nouveau niveau, il a besoin d'un puissant stimulus. Après s'être présenté comme son admirateur secret du mal, il déshabille Jin et sort une grande tige blanche, un pieu fait de fragments de l'anneau d'exposition. Sans hésitation, il l'enfonce directement dans la poitrine de Jin, le faisant hurler de douleur. Son corps bouge violemment alors qu'il se transforme en Z-Man. Cette fois cependant, son aura explose vers l'extérieur alors qu'un éclair rouge jaillit de sa poitrine. Hate Me aime regarder Jin débloquer enfin sa forme finale comme un harceleur effrayant. L'explosion d'énergie détruit les environs et les scientifiques la perdent alors que son compteur Z dépasse les 100%. Alors que Jin se transforme enfin en sa forme rouge tant attendue, il sent son corps se réchauffer rapidement et il devient clair que ses statistiques sont bien au-delà du niveau Z habituel. Pendant ce temps, Kuga parvient à tenir bon contre le cafard jusqu'à ce que le joueur régresse complètement et commence à le pousser dans un coin difficile. De retour vers Jin, il se retrouve face à Tisono, un autre joueur qui commence à devenir nerveux en se demandant si le bonhomme rouge qui se tient devant lui est bien Z. L'anneau de résonance de Jin s'active et réagit avec le joueur, forçant Tisono à achever sa régression. Alors que Jin commence à le marteler dans le sol, Aitani apparaît et dit à Jin de terminer le travail, expliquant qu'Aisuno a enfreint les règles du mal et n'est plus qu'un paria qui adore chasser les humains. Aitani ajoute même que ce type avait des projets assez tordus pour Hanako, ce qui pousse clairement Jin à bout. Esono essaye de protester, mais avant de pouvoir dire grand chose, Zep le frappe. Le monstre fait une dernière tentative pour s'échapper en se transférant dans sa progéniture, mais Jin y met fin complètement en l'anéantissant. Après le combat, Jin demande à savoir qui est vraiment Aitani, soulignant comment il a utilisé l'un des siens sans même cligner des yeux. Aitani répond calmement qu'il n'est pas comme les autres et dit qu'il est un type particulier de mal. Lorsque Jin essaie d'utiliser son anneau pour lui imposer une régression, Aitani prévient que cela ne ferait que causer de sérieux problèmes à Jin. Juna essaye de l'attraper, mais Aitani disparaît avant même de pouvoir s'approcher. Pendant ce temps, de retour au bar maléfique, le barman apprend que Red Z a fait une apparition. Il remarque que Kaisono et les autres ont déjà fait suffisamment de dégâts pour risquer d'exposer toute leur espèce et donne l'ordre de faire venir Aitami. Au milieu de tout le chaos, Hayami et l'équipe IMAG remarquent que la combinaison de Kuba est à court d'énergie, et ils décident qu'il est temps de lui remonter le moral en l'informant de l'état de santé de sa sœur. Kube hésite une seconde et finit par prendre un coup solide, ce qui ne fait que faire perdre encore plus de puissance à la combinaison de l'alpha. L'équipe se connecte immédiatement à lui et l'informe que Konoha a été transféré en toute sécurité à l'hôpital et que grâce à ses efforts, les deux filles ont été sauvées. Entendre cela donne à Kuga un coup de pouce bien mérité et il se remet sur pied. Z arrive sur les lieux et Kuga remarque la bague à la main, comprenant rapidement que le guerrier rouge qui se tient devant lui est en réalité Jin, même si le tout semble encore un peu surréaliste. Se sentant acculé par l'apparence de Z, le cafard commence à produire davantage de sa progéniture, essayant de les surpasser en nombre et de survivre. Z et Kuga décident de faire équipe comme au bon vieux temps, et Jin lui explique que ce joueur à l'apparence de crevette a la capacité de se transférer dans ses apparitions, ce qui signifie qu'ils devront tous les éliminer d'un seul coup, un peu comme éliminer ces démons lunaires de Demon Slayer. Alors que le combat est sur le point de commencer, le crevettier interroge Jin, lui demandant pourquoi il choisit de se battre aux côtés des humains alors qu'il appartient clairement aux joueurs. Il se moque de lui, le traitant de serviteur et d'outil utilisé par les humains. Mais Jin tient bon et dit qu'il ne s'est jamais considéré comme l'esclave de qui que ce soit et il utilise ses pouvoirs pour éliminer des joueurs de son plein gré. Alors que la bataille commence à s'intensifier, Jin s'approche pour frapper le gaz aux crevettes mais se fige soudainement comme si son corps se bloquait tout seul. La chaleur commence à le traverser et alors qu'il reste paralysé, la crevette engendre de multiples coups,
le poignardant encore et encore jusqu'à ce que Jin finisse par se transformer en sa forme blanche. Pendant ce temps, dans un vieux garage encombré, on voit le même vieux connard de merde en train de parler à un enfant nommé Ichiru. Ils discutent de la façon dont le gars aux crevettes tient maintenant bon contre Z et le gars en costume alpha. De retour sur le champ de bataille, Z commence à pousser le gars aux crevettes dans un coin et les deux échangent des propos trash passionnés entre les coups. Z et Alphas commencent à se battre à un rythme parfait, faisant équipe exactement comme prévu et anéantissant toute l'équipe de crevettes. Pendant ce temps, la société Imagi continue de surveiller le combat, gardant un œil attentif sur Jin. Il remarque que son facteur Z, qui avait augmenté régulièrement, commence enfin à se stabiliser après la défaite du joueur Shrip, mais à la surprise générale, il a dépassé les 200. Pendant ce temps, de retour au garage, Aitini rapporte au vieux bonhomme que Z semble un peu trop mou, soulignant à quel point il a montré de la sympathie envers Asono et les autres. Mais le vieux Kon ne semble pas dérangé, affirmant que Jin a encore le potentiel pour devenir le charisme qu'ils attendaient. Eaton déplace ensuite le sujet vers Alphys, se moquant de lui comme d'un enfant en cosplay et suggérant qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser quelqu'un comme ça. De retour sur le champ de bataille, Z reprend sa forme humaine et commence à s'effondrer, mais Kuga parvient à le rattraper juste à temps. Les retrouvailles tant attendues frappent fort et font pleurer Kuga. Pendant ce temps, chez Imagi Corporation, la tension refuse de se calmer alors que le facteur Z ne parvient pas à baisser. Une fois le combat terminé, la foule des sans-abri remercie Koga de les avoir sauvés et à ce moment-là, Jin se présente avec désinvolture en portant Hanako comme une princesse. Le groupe lui demande son nom et l'invite, lui et sa petite amie, à les rejoindre pour le dîner. Le mot « petite amie » fait rougir Hanako. Et Koga est anéanti que Jin est une copine avant lui. Des agents d'Imagi arrivent et leur demandent de les suivre. Au laboratoire Imagi, Mitsuba révèle enfin à Koga tout sur les joueurs et la vraie identité de Jin. Hanako est examinée à l'hôpital. Le docteur, qui n'est pas un agent infiltré, lui dit qu'elle a tout halluciné et que les monstres n'existent pas. Dans un bar, il dit au barman, le chef du mal, qu'il a sacrifié les Bug Brothers pour éviter des problèmes avec Red Z. Le barman est déçu de ne pas avoir vu le vrai potentiel de Red Z, mais l'autorise à l'observer encore un peu. Plus tard, le père de Koga rencontre Hayami et son patron, pour créer la combinaison Alpha dans leur dos. Le rusé convainc le père de Koga que cela profitera à l'image de sa société. Après, Hayami révèle à son patron que son plan d'utiliser les illusions enfantines de Koga est pour l'entreprise et sourit étrangement. Le lendemain, Kunala se réveille de son coma. Koga parle à Jin de ce que son grand-père lui a dit et de son excitation à combattre le mal avec son meilleur ami. Mais Jin dit qu'il ne veut pas faire équipe. Koga lui montre un dessin de Red Z, une version héroïque du diable pour effrayer les joueurs, conçu par son grand-père. Il a aussi conçu les alphas, ce qui en fait des frères. Jin lui dit d'arrêter de traiter ça comme un jeu. Pendant leur discussion, Jin apprend que son nom original est Zetman, puis ils vont voir Konoha, très curieuse. Mais avant que Koga n'en dise trop, Jin prétend ne rien savoir. Dehors, Koga se dispute avec lui, disant que Konoha a le droit de connaître la vérité sur sa famille, mais Jin dit que l'ignorance est préférable au traumatisme. Il reçoit un appel, Hanako sort. En partant, le président le met en garde d'arrêter de s'attacher aux filles, à moins qu'il ne veuille qu'elles deviennent des cibles. Quand Hanako lui demande de rentrer, il la rejette froidement et lui dit de retourner chez elle. Elle dit qu'elle préférerait avaler des capsules de lessive. Mais quand Jin dit qu'il déteste les gens qui critiquent leur famille et promet de lui rendre visite, son cœur fond et elle dit qu'elle l'attendra, lui rappelant Akimi et Papi. Ce sourire l'illumine. Konoha espionne derrière la porte. Il dit que ce serait bien de fonder une famille avec Hanako une fois son travail terminé. Après avoir pris son numéro, il est accueilli par Koga et l'équipe Imagi, prêts à partir. Au labo, Koga demande où Jin est né pendant les tests. Mitsugai explique que Jin n'est pas né, mais a été créé dans un labo qui n'existe plus. À l'époque, Amagi Corporation expérimentait le codage génétique pour créer de nouvelles formes de vie différentes des humains. Ne pouvant utiliser le N, ils l'ont transformé en Z et l'ont nommé Z. Le président est ravi de voir Kanzaki actif et de discuter après 2 ans de silence de Jin. Mitsugai dit à Koga qu'il était satisfait que Jin soit à plus de 99% humain. Les scientifiques disent à Mitsugai que les effets de l'anneau d'exposition se calment. Après que Jin soit sorti, Koga lui demande ce qu'il pense de Zetman car pour lui, son ami est utilisé comme un outil. Mais Jin dit que la vie de Z ne l'a pas choisi, il a choisi Z.
Soudain, la voix de Kanzaki prend le dessus, demandant si Jin est cela. Mitsugai lui dit d'aller demander au vieil homme ce qu'il doit faire une fois sa forme finale atteinte. Le président dit qu'ils ont besoin de plus d'infos et que Haitini pourrait savoir quelque chose, mais Jin est trop secoué que Papy soit encore en vie. Kanzaki demande si Jin a atteint l'anneau d'exposition, mais ce n'est pas suffisant. Jin attrape Mitsugai par le col et exige d'être emmené le voir. Le président donne le feu vert et Koga les accompagne vers une zone restreinte. Dans la pièce, ils arrivent à une chambre scellée que Mitsugai déverrouille avec un code secret. Ce que Jin voit le laisse stupéfait. Avant qu'il ne s'approche, le président le retient, l'avertissant qu'il pourrait contaminer la chambre où Kanzaki est conservé. Mitsugai entre un autre code, révélant une plateforme robotique dystopique tenant la tête de Papy, à peine maintenue en vie par des tubes. Mitsugai demande à Jin de demander à Kanzaki ce dont il a besoin pour être complet, car il est le seul espoir de l'humanité. Pendant que Kanzaki tape la réponse, Jin accepte son devoir, puis saisit la tête de Kanzaki et arrache tous les tubes, car il ne veut plus que le vieil homme souffre. Il s'en va rencontrer Haitani. Les scientifiques disent à Jin les derniers mots de Papy. Jin pleure de joie en voyant que le vieil homme s'inquiète pour lui. Quand un scientifique demande une pierre rouge, Koga se souvient du pendentif de Konoha et appelle sa mère pour lui demander où elle l'a mis. Un insecte enregistre leur appel. Ailleurs, le propriétaire de l'insecte sourit en assemblant une armée de clones, prêts à attaquer le manoir Hamaji. Ayami met son plan à exécution et envoie ses clones attaquer la maison. L'un d'eux s'introduit chez Konoha. Il s'approche, retire sa combinaison et la réveille en se faisant passer pour Jin. Il lui demande calmement de lui rendre le pendentif, affirmant que c'est un souvenir de son vieil homme. À ce moment-là, la société Imaji apparaît avec les vrais Jins et Kuba. La mère de Kuba se précipite pour les saluer, mais avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passe, deux sosies Jin se transforment soudainement en Z blanc, poussant le vrai Jin à mâcher sa gomme d'activation. Leurs contrefaçons prétendent qu'ils ont été créés à partir du sang de Jin, ce qui fait flipper le vieux bonhomme et son collègue. Une bataille intense démarre et Kuga et Jin réalisent une solide performance. L'un des faux fait un geste en faveur du réalisateur, mais le scientifique intervient et le poignarde directement dans la poitrine. Le faux se retourne alors contre le président, mais avant que les choses ne deviennent incontrôlables, Jin intervient et le sauve juste à temps. Les faux clones de Zek commencent à fondre comme l'original le fait toujours à cause d'une surcharge, mais au moment où cela se produit, Jin a déjà terminé sa régression et les efface. Kuga court rapidement pour voir sa sœur, tandis que Jin reprend sa forme humaine et part à la recherche du vieux bonhomme. Quand il arrive, le scientifique poignardé raconte comment il a toujours voulu voir Jin sous sa vraie forme et juste après avoir dit qu'il rendait son dernier souffle. Pendant ce temps, Kubo atteint Kanuha et la trouve secouée. Jin apparaît également et tous les trois parviennent à sortir juste à temps avant que tout le manoir n'explose. À la demande de Jin, Hanako fait un effort pour arranger les choses avec ses parents, mais cela s'avère être un gaspillage total puisque tout ce qui les intéresse, c'est de savoir comment ses actions pourraient ruiner leur parfaite image publique. Alors qu'elle s'en va, son père dit avec désinvolture à sa mère de la laisser partir, semblant beaucoup trop confiant qu'elle finira par revenir en courant. À l'hôpital, le président explique qu'ils ont non seulement perdu la pierre rouge au profit d'Haitani, mais aussi du docteur Sujita qui a littéralement donné sa vie pour le protéger. Jin présente ses condoléances et demande ensuite à l'équipe comment Haitani a découvert la pierre en premier lieu. Le vieux bonhomme, cependant, semble plus stressé par la question de savoir où Haitani obtient les fonds nécessaires pour concocter des clones de Z. Koppa frappe le sol avec son poing et déclare que bombarder leur maison était essentiellement une déclaration de guerre. Il prétend que les alphas vont désormais se tenir aux côtés de Jin et se battre avec lui. À ce moment-là, Jin reçoit un message de Hanako lui demandant si elle peut le rencontrer. Pendant ce temps, de retour à la base de l'Alpha, Konoha est effrayée et confuse, essayant de comprendre pourquoi personne ne lui dit rien ou pourquoi le pendentif compte autant. Elle se souvient du visage terrifiant de son grand-père et admet à quel point ce vieux bonhomme l'a fait flipper. Alors qu'il part à la rencontre de Hanako, Jin rencontre le barman qui l'appelle Z, mettant instantanément Jin en état d'alerte. Le gars l'agite et dit qu'il veut juste avoir une conversation amicale. Jin demande s'il est l'un des serviteurs d'Haitania, mais le barman en rit et lui dit qu'il a tout à l'envers puisqu'il est en fait le papa du mal. Un soi-disant grand-papa prétend que c'est lui qui a tourné les crocs du mal vers l'humanité et a même transformé son bras en un membre effrayant ressemblant à un loup, ce qui pousse Jin à attraper son chewing-gum.
Mais juste avant qu'il puisse mordre, le balayeur apparaît par derrière et frappe Jin dans le dos avec sa lame. Le maître du mal s'excuse calmement pour tout le désordre du bombardement, affirmant que Hate Me est devenu un voyou et a agi de son propre chef. Il considère le gars comme une nuisance à part entière pour les humains et le mal, entraînant tout le monde dans le chaos pour son propre plaisir tordu. Puis, complètement sorti de nulle part, le grand-papa laisse tomber une affirmation sauvage selon laquelle le mal est en fait un groupe pacifique, reconnaissant envers l'humanité de leur avoir donné naissance, et qu'il cherche depuis lors un moyen de vivre côte à côte. Mais avec Aitani qui cause tous ces problèmes, même le mal ne peut plus le gérer, c'est pourquoi le patron veut l'aide de Jin. Et comme Jin n'a pas vraiment de meilleures options, il accepte en disant que Aitani le dérange également. De retour à la base secrète de l'Alpha, Koopa est occupé à améliorer son costume d'Halloween déjà nerf et demande même qu'une fonction de vol soit ajoutée, bien que l'équipe repousse, affirmant que cela pourrait être un peu un casse-tête. À ce moment-là, quelqu'un fait irruption en criant que la sœur de Koopa s'est enfuie quelque part. Pendant ce temps, Jin revient à Hanako seulement pour recevoir un oreiller directement sur son visage avant qu'elle ne devienne soudainement toute amoureuse. Cependant, cela ne dérange pas Jin et promet de la protéger quoi qu'il arrive. Au même moment, Kubo reçoit un appel du vieux bonhomme qui prétend savoir où se trouve Konoha. Habillé et botté comme un roi, Kuba se prépare dans le laboratoire pour aller sauver Konoha et dit à l'équipe de s'assurer que sa mère sait qu'il l'aime, juste au cas où les choses tourneraient mal. Ayami l'avertit que c'est évidemment un piège, mais Kuba dit qu'il s'en fiche. Pendant ce temps, après avoir passé du temps torride et coquin avec Hanako, Jin parle de son rêve de fonder une famille avec elle un jour, mais juste au milieu de ce moment, Kuga l'interrompt et lui dit qu'il se rend au point de rendez-vous pour affronter Jiru. Avec son équipe en miroir qui suit sa position, Kuma monte dans la voiture avec un vieil homme merdique et demande s'il ne s'agit que d'un autre de ses tests tordus. Mais avant qu'il n'obtienne une vraie réponse, l'intrigant l'assomme avec un spray. L'équipe des Monokouvs perd son signal, il contacte Ayami à la base pour comprendre ce qui se passe, mais le gars fait l'idiot, même si c'est lui qui a secrètement planté le virus en même temps. Jin s'apprête à partir et promet à Konoha qu'une fois tout cela terminé, il lui dira tout. Plus tard, Kuba se réveille dans une chambre d'hôtel inconnue et entend la voix de Jiru via une oreillette, lui annonçant que son prochain test va commencer, le laissant seul avec juste une arme. Kuba s'énerve et exige de voir sa sœur, mais Jiru rit, disant qu'il ne l'a jamais eu et qu'il était stupidement facile de le piéger. Il joue quand même avec son esprit, laissant planer un doute, faisant croire à Kuba que Konoha pourrait être là, puis ouvre la porte du premier test. Après s'être faufilé comme James Bond, Kuba ouvre une porte et trouve une pièce pleine de filles en pleine fête. Il cache vite son arme. Les filles s'extasient sur leur idole. Et Jiru explique que le test est de choisir entre sa sœur ou les 100 petites amies potentielles, le prévenant que la dernière fois qu'il a choisi sa famille, ça a mal fini. Kuba panique. Une fille lui demande un autographe, mais il s'excuse pour aller aux toilettes, se demandant si Konoha est là ou là. Sur le chemin du retour, une fille, se sentant mal, le traîne de force vers une porte secrète. Un mur de la salle de bal s'ouvre, révélant une chambre d'hôtel. Kuba hésite à la suivre, mais quand une de ses fans mentionne aussi la pièce, il se dit que le chemin évident est un piège. Alors, comme Jin, il décide d'utiliser la sortie cachée pour sauver tout le monde. En allié de la justice, Kuba dit à la fille de courir appeler la police pendant qu'il retourne aider les autres à s'échapper. Mais à son retour, l'une d'elles le traîne dans une pièce juste avant qu'un énorme bloc de béton ne s'écrase, la transformant en jus de tomate. Cette vision horrible panique le groupe. La fille vénale gifle Kuba, l'accusant de trahison. Mais la fille aux cheveux roses la traite de grosse mimi et dit qu'elle croit toujours en Kuba. Finalement, la porte s'ouvre et les filles se ruinent comme des zombies, mais la fille aux cheveux roses est laissée derrière et prend l'autre sortie. Pendant ce temps, Kuba et les autres se figent quand un méca géant apparaît. Jiru lui offre deux choix, prendre l'ascenseur et abandonner les filles, ou vaincre Hammerman et les sauver toutes. Sans hésiter, Kuba fait le choix évident, sort son arme et décide de se battre pour la justice. Voyant le fou tomber dans son piège, Jiru donne le feu vert à Aitani. Chez Akimi, Konoha lui dit qu'elle ne fait plus confiance à personne, car personne ne lui dit la vérité. Akimi la rassure, lui disant qu'elle peut toujours compter sur Jin. Soudain, tous les écrans de la ville s'éteignent, Aitani apparaît et capte l'attention du monde. Il se présente comme un membre du mal et dit aux joueurs de se régresser et d'annoncer ce qu'il représente en 4K. Soudain, des joueurs se révèlent en public, le chaos éclate en ville. Akimi essaie de changer de chaîne tandis que Konoha se recroqueville de peur.
Jin l'appelle, demande si elle a vu la diffusion et si Konoha est avec elle. Il lui dit de protéger les filles si elle apparaît et part. Jiro regarde Kuba lutter pour sauver quelques filles, tandis que des monstres déchirent la ville. Aitani explique que son plan est une vengeance contre les humains avides qui les ont créés pour le profit. À l'hôtel, Jiro dit à Kuba, en pleine crise, qu'il ne sauvera personne car son rêve de justice a une faille fatale. Pendant qu'Aitani révèle des secrets sur les joueurs, Jin mâche sa gomme de régression et se précipite pour sauver la foule. Il arrive, neutralise vite les joueurs régressés et demande à tous de partir. Pendant ce temps, quelqu'un s'introduit chez Hanako et la capture. En ville, Aitani rejette la faute sur les Amiji, affirmant qu'ils ont créé les joueurs et causé ce désordre. Kuba peine à rester dans le combat, bien qu'il semble apprécier d'affronter le monstre mécanique et réalise bientôt que c'est un joueur. Après l'avoir abattu, le fils de Jiro tremble. Le vieil homme dit à Kuba qu'il a échoué. Kuba le supplie de libérer les filles. Jiro accepte, Kuba dit à tous de s'enfuir. La plupart le voient comme le méchant, mais la fille qu'il avait traité de meurtrier commence à le voir comme un héros. Au moment de partir, des lasers jaillissent de partout et tout le monde est brutalement assassiné, laissant Kuba en panique. Une des filles qui avait le béguin pour lui apparaît derrière et lui demande de l'accompagner. Même si Kuba sent que c'est un piège, il choisit de la suivre. Pendant ce temps, en ville, après s'être occupé des joueurs, Jin reprend sa forme humaine en public, ce qui effraie tout le monde. Au lieu de le voir comme un sauveur, les humains paniquent comme s'il était un monstre. Pour calmer les choses, l'officier Saigama intervient et l'arrête. En regardant les infos, Akemi dit qu'elle n'a jamais aimé les Amidis, sauf Konoha. Akemi raconte que les Amidis lui ont offert beaucoup d'argent pour son visage, mais elle a refusé. Pendant ce temps, l'histoire revient à Kuba qui retrouve Jiro et sort son arme. La fille qui l'a mené là la lui arrache et le force à marcher vers Jiro sous la menace d'une arme. Le vieil homme se présente comme Nakatajiru et l'enfant comme Ichiru. Il dit à Kuga qu'il a échoué au test à cause de sa vision tordue de la justice. Jiro fait remarquer que Kubi utilise la justice comme excuse pour son désir de combat et son rôle de héros, s'amusant à affronter le monstre mécanique au lieu de se soucier des filles. Soudain, le vieil homme a un malaise. Son fils se précipite pour lui donner un médicament. L'enfant révèle être un joueur buggé et tous deux blâment le père de Kuta pour tout. Le vieil homme explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire tout ça pour ramener son fils à la vie. Il avoue avoir créé les joueurs sous les ordres de Seizu, mais quand ces monstres ont pris conscience, il a tenté d'alerter le public. Le père de Kupa les a alors enfermés vivants dans le bâtiment souterrain. Piégé et désespéré, il a fusionné son fils mourant avec un joueur grâce à la technologie. Depuis, il ne veut que se venger. Eitani les a trouvés plus tard et les joueurs les aident en offrant une vengeance contre les Amages. Il demande à Kuva de tuer son père. Quand Kuga demande pourquoi, l'homme répond que seule la vengeance l'intéresse. Ayami entre. La fille, contrôlée par le fils de Jiro, pointe une arme sur sa tête, menaçant de se tuer si Kuga agit. Kuba apprend que Ayami veut contrôler le groupe Imaji avec Jiro. Pendant ce temps, le père de Kuba ment à la télévision sur les joueurs, prétendant que tout est faux. Mais son bras droit, Cave, s'allie à Hayami et révèle la vérité sur les joueurs. Après, Cave est contrôlé par le fils de Jiro et se suicide pour que la vérité soit crue. Le père de Kugu reste impassible, rejetant froidement Cave comme un simple fou. Jiro veut contrôler Kogutu avec un bug, mais Ayami l'arrête, disant que Kugu le fera seul comme un héros. Kuga craque, reprend son arme, la passe en mode lame, tranche Ayami, puis abat Jiro et son fils. Alors que Ayami s'effondre, il murmure qu'une marionnette aurait dû le rester, mais Kuga l'achève, tremblant. Il ramasse la fille et la ramène à la surface au moment où le Van Amaji arrive. White Z apparaît là où sont le président et Aitani. Mais avant tout, Aitani fonce sur lui et lui transperce le corps, lui disant que sans la pierre rouge, il n'est qu'un échec inutile. Dehors, Kubo enfile sa combinaison alpha améliorée et le nerd sent sa puissance monter en flèche. Après s'être excusé auprès de sa fan, il s'envole. Konoha quitte aussi Ekemi pour tout régler. Jin lutte contre la douleur et lance un regard noir à Aitani qui aime voir les yeux d'un monstre. Il arrache quelque chose de la poitrine de Jin, faisant s'effondrer sa transformation. Jin s'écroule. Aitani lève le pieu rouge sans arracher à Jin et piétine son corps humain, se moquant de Kanzaki d'avoir laissé cet objet alors qu'il voulait l'élever comme un humain. Ça énerve Jin, mais même en rage, il ne peut pas blesser Aitani. Alors qu'il s'apprête à transpercer Jin avec le pieu, Alpha arrive comme le FBI et manque de peu sa chance d'éliminer le cerveau. Aitani est déçu que le plan de Jiro ait échoué, mais le monde entier voit Kuba prendre le parti de Jin.
Jin dit à Kuba de récupérer le pieu, c'est la pierre rouge. Soudain, le père de Kuba lui ordonne de tuer le démon, mais Kuba vise son propre père. Même si Jin essaye de le calmer, Kuba déclare qu'il doit éliminer la racine du problème pour arrêter cette folie. Furieux, son père ordonne aux troupes d'abattre Alphys. Sa combinaison clignote alors que le SWAT le vise. Son père révèle que Hayami a fait des dizaines de clones de lui, donc il est jetable et peut mourir avec sa stupide combinaison. Kuga craque quand son père insulte Alpha et tire, mais sa mère tire le premier coup avant qu'il ne tire sur son père une seconde fois. Jin est incrédule. Kubo, furieux, dit à Heitan qu'il le détruira pour avoir ruiné l'humanité. Heitan le traite d'hypocrite, car l'humanité s'est causé son propre malheur, puis ordonne à d'autres joueurs de se transformer, annonçant que c'est leur heure. Après une explosion, Konoha arrive et supplie Sayama de la laisser entrer pour voir sa famille. Kuga regarde les joueurs déchirer la foule paniquée et part les combattre, tandis que Jin a à peine la force de bouger. Aitani lui jette un os et sourit. White Alphas tente de sauver les civils mais subit trop de dégâts. Un scientifique détecte que le limiteur de sa combinaison va s'activer, ce sera la fin pour lui. Mais la fille demande pourquoi il s'inquiète de la combinaison alors que Kubo fait une dépression nerveuse après avoir tiré sur ses parents. Le joueur malmène Kubo avec ses bombes. Kanoha arrive au pire moment. Jin lui crie de rester en arrière. Aitani le tourmente, disant qu'il perdra tout s'il n'embrasse pas sa forme finale. Il pousse Jin à utiliser le pieu et à devenir Zepman, l'ennemi de l'humanité. Kubo est choqué d'entendre que Zetman est l'ennemi de l'humanité. Aitani continue de manipuler Jin, lui disant que les humains sont mauvais et ne traiteront jamais les joueurs en égaux. La seule solution est que Jin se transforme et mette fin à leur existence insupportable. Kubo prévient son ami de ne pas utiliser l'artefact, car ce salaud a sûrement trafiqué une pierre rouge. Il essaye de l'arrêter tout en repoussant les joueurs. Mais Aitani le pousse. Un de ses hommes traîne Hanako et lui dit qu'elle va voir Jin mourir. Le salaud se moque de Jin, lui demandant s'il pense vraiment pouvoir sauver son otage et les humains sans se transformer. Jin saisit l'artefact, jurant d'éliminer tous les joueurs, tombant dans le piège d'Aitani. Juste avant de se l'enfoncer, il dit à Kuga de l'achever s'il perd le contrôle. Puis il se poignarde. Son corps réagit instantanément, se transformant en Z blanc et libérant une onde de choc nucléaire qui se propage dans toute la ville, atteignant sa vraie forme. Aitani sourit. Kuga pointe son arme sur Jin, mais Jin dit se sentir mieux que jamais et se tourne vers Hanako. Soudain, l'anneau à son doigt éclate d'une lumière aveuglante, donnant de violents maux de tête aux journalistes, dont Hanako. C'est là qu'Aitani révèle son plan. Les joueurs sont désormais libres. Il reprend sa vraie forme, mais Jin est stupéfait de voir Hanako crier à l'aide avant de se transformer. Aitani explique que l'anneau de Jin, dans sa forme finale, force les joueurs proches à régresser définitivement, sans retour. Pendant qu'Aitani massacre les derniers humains et se bat avec Kuga, Hanako panique et chaque humain qu'elle touche se transforme en sable. Le cerveau tente de briser Jin. Hanako tuera sans cesse s'il ne l'arrête pas, et il n'y aura plus personne à sauver. Voir l'amour de sa vie souffrir, son dernier brin d'humanité, et l'entendre le supplier de la sauver, déchire Jin. Mais Aitani lui rappelle qu'un joueur régressé ne peut revenir. Pour l'achever, le cerveau révèle avoir tout planifié depuis le début. Il a utilisé Hanako pour lui enseigner l'humanité, son amour et ses rêves de famille n'étaient qu'un beau mensonge. Kanzaki voulait lui montrer que les cœurs humains sont faciles à manipuler, mais Jin refuse, se souvenant de la leçon de Papi et Akimi. Il bondit sur le type blanc, mais Aitani le repousse. À côté, un humain se transforme en sable au contact d'Hanako. Aitani se moque de Jin, disant qu'il est nul pour sauver les humains et devrait l'achever. Enragé, Jin se faufile derrière Aitani et le transperce d'un coup de poing. L'équipe de Kuga s'inquiète, le signal de son costume est perdu. Soudain, Imagilabs les contacte pour la situation, le président Mitsuga est en route. Jin oublie Aitani en voyant Kuga foncer sur Hanako et la trancher avec Justice Blade. Voir sa petite amie disparaître brise Jin. Aitani s'éclipse, savourant son cri de douleur qui résonne. Le cerveau observe Jin s'approcher d'elle et l'appeler, même s'il sait qu'elle est Sparty. Aitani essaie de le briser, mais Kuga tire sur le salaud. Aucun coup ne l'atteint. Aitani l'étourdit, lui disant qu'il lui est reconnaissant. Ignorant ce menteur, Kuga tente de le tuer avec Justice Blade, mais échoue. Le cerveau affirme que Jin n'a jamais eu l'air si sombre. Kuga a fait ce qu'il n'aurait jamais pu, abattre Hanako, décevant Konoha que son frère tue une innocente. Pour cela, Aitani le remercie avec une explosion d'énergie qui désactive son costume. Dans ces derniers instants, la mère de Kuga assure à Konoha qu'il n'a rien fait de mal.
Voyant le limiteur de Kuga s'éteindre, les geeks paniquent. Konoha lui crie de fuir avant de perdre sa seule famille. Haitani rit avant de l'achever. Konoha le supplie d'oublier sa stupide justice. Jin se ressaisit et saisit l'épée d'Alpha, faisant sourire Haitani, pensant achever le fou qui a tué Hanako. Mais Jin fait volte-face et frappe Haitani. Même avec la Justice Blade dans la poitrine, le maniaque rit en voyant l'expression de Jin. Jin arrache l'épée, le pousse vers le bord avant de lui transpercer le cœur. Haitani sourit, heureux de mourir, son travail est accompli. Il s'échappe en faisant s'effondrer le toit sur Konoha, forçant Kuga et Jin à la sauver. Une fois la poussière retombée, Jin fixe Kuga qui halète comme un chien asthmatique. Son corps a dépassé ses limites. Jin demande s'il sauverait les humains. Kuga maintient sa décision, tuer Hanako était le seul moyen. Jin pense qu'il y avait un moyen de la sauver, mais Kuga crie que les vrais héros font des choix douloureux. Car tout ne se passe pas comme l'incendie. Jin jure de sauver tout le monde, mais Kuga retire son masque. Avec son visage en sueur, il traite Jin de méchant. Son anneau crée des monstres, un seul choix. Il fonce sur Jin comme un fou, est humilié et jeté au sol. Pointant l'arme sur le front de Jin, il jure de rendre justice. Jin lui donne le feu vert. Konoha leur crie d'arrêter, mais Jin la fait taire d'un regard froid. Tremblant comme un vieil homme parkinsonien, Kuga appuie sur la gâchette. 3 ans se sont écoulés depuis. Bien que de nombreuses vies aient été perdues ce jour-là, les choses se sont calmées, à part quelques joueurs isolés qui rôdent encore. Une nuit, Kuba arrive en volant et tue rapidement un joueur qui attaquait un homme. Le lendemain, un reportage couvre l'incident et l'homme sauvé s'extasie en direct sur la façon dont Alpha c'est cool. Un autre journaliste mentionne que même si de nombreux joueurs se cachent encore, la simple présence d'Alphaz suffit à les faire hésiter. Écoutant les nouvelles dans son bureau Gucci, Koopa entend la sonnette et sa secrétaire laisse entrer son ex-fan à cheveux roses, devenue sa femme. Il lui partage les sages paroles de son père. Pour atteindre la vraie justice, il doit acquérir un vrai pouvoir. Après avoir enfin réalisé ce rêve, il se remémore 3 ans auparavant. À l'époque, il n'a pas pu tirer sur son meilleur ami et Jin l'a rapidement désarmé. Alors qu'il se tient prêt à achever Kumba, les cellules Z de Jin s'emballent et 2 ailes de démon lui poussent dans le dos. Son corps essaie d'attaquer Kuba à nouveau, mais il lutte et reprend le contrôle, disant à Kuba que s'il espère un avenir meilleur, il doit viser le ciel au lieu de se rouler dans la boue avant de sauter. Kuba essaie de le suivre, mais Konoha le retient et leur grand-père arrive à l'improviste. Refusant de perdre une seconde de plus, Kuga se précipite après Jin, mais Mitsugai dit au pleurnichard de se calmer, car il croit que Jin ne fera jamais de mal aux humains grâce aux enseignements de Kanzaki qui ont rendu son cœur humain, et cela maîtrisera ses instincts de joueur. De retour au présent, Kungu se demande si les joueurs ont peur d'Alphas ou s'ils craignent Z. Il demande ensuite à sa femme s'il est vraiment sur le chemin de la justice et elle répond qu'il rend une belle justice chaque nuit. Pendant ce temps, Akimi rejoint Kanoha et sa mère pour nourrir les sans-abri, souhaitant que Jin appelle un jour et le détective Sayama les assure qu'il est toujours sur l'affaire. Ailleurs, 2 gars harcèlent 2 filles dans la rue quand Zetman apparaît soudainement et les sauve. Il s'avère que les filles étaient en fait des joueurs attirant la racaille de la société. Après avoir détruit les pensées monstrueuses, Jin se tient au sommet d'un bâtiment où un nettoyeur lui dit que son maître veut le rencontrer. Jin rit et dit que le clown régresserait s'il s'approchait et c'est l'histoire du héros qui maintient la paix dans l'ombre.